Il y a quelques jours, Apple a tenu sa conférence annuelle de septembre pour, comme à l'accoutumée, annoncer ses nouvelles Apple Watch et ses nouveaux iPhones. Et justement, en parlant d'iPhone, comme depuis plusieurs années, Apple nous a sorti 4 références d'iPhone avec le 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Comme chaque année, toutes les vidéos à la sortie sont très optimistes, centrées sur les nouveautés et les points positifs. Et pour être honnête, je le comprends, cette nouvelle gamme d'iPhone 15 m'intéresse particulièrement et je trouve qu'elle est très intéressante sur de nombreux points. Mais comme chaque année, je trouve également intéressant de vous proposer une vision un petit peu différente, de vous présenter les défauts et les limites de cette nouvelle gamme d'iPhone. C'est là tout le but de cette vidéo. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et si en ce qui me concerne, moi j'ai vraiment une attirance particulière pour l'iPhone 15 Pro, eh bien je reste quand même capable de prendre du recul, de lui trouver des défauts, et j'attends un petit peu la même chose de votre part, essayez de voir la vie en gris, et pourquoi pas en gris titane, une nouvelle couleur de l'iPhone 15 Pro que j'aime particulièrement. Déjà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, la conférence de cette année était en demi-teinte. Pas de grosses sorties, pas de surprises, et au final, des nouveautés qui tiennent plus d'une amélioration ou d'une optimisation que d'un renouveau total. En fait, la comparaison avec la conférence de l'année dernière fait un peu mal. L'année dernière, on avait une nouvelle Apple Watch SE, on a eu l'introduction de l'Apple Watch Ultra, on a eu la fin de la gamme mini avec l'arrivée d'un nouvel iPhone en plus. Ouais, en fait, on a eu quand même pas mal de choses nouvelles, alors que cette année, on est juste devant des petites nouveautés, des petites optimisations qui tiennent au final plus d'une gamme S chez Apple que vraiment d'une nouvelle gamme à part entière. On a également eu un exercice très glissant sous la forme d'un sketch vidéo où Tim Cook, PDG d'Apple, rencontre Mère Nature et lui explique à quel point Apple va sauver l'environnement. J'ai pas forcément une bonne opinion sur la séquence, voire même pas du tout, mais je vous laisse juge de tout ça. Mais bon, revenons aux nouveaux iPhones, et pour essayer d'étayer mes propos et de les appuyer, j'ai pu mettre la main sur des mock-ups de ces iPhone 15, des sortes de prototypes, et je pense que ça va être un petit peu plus parlant pour vous. Bon, déjà, grosse nouveauté à l'annonce de ces iPhone 15, les prix n'augmentent pas, même mieux, ils baissent, et c'est assez rare de la part d'Apple pour qu'on puisse le souligner comme une nouveauté potentielle, et je dis bien potentielle puisque, à mes yeux, cette baisse est quand même à relativiser, et je pense même qu'elle n'en est pas vraiment une. En effet, si je reprends les tarifs sur plusieurs années, on se rend compte que la baisse de prix n'est en fait qu'une légère correction face à l'augmentation démentielle que l'on a connue, nous autres Français, l'année dernière. Oui, on a bien des prix en baisse, environ 6 à 7%, mais l'année dernière, c'est 15% d'augmentation qu'on s'est pris en pleine tête. Et même cette année, le Pro Max ne baisse que de 0,8%, donc bon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la hausse de prix de l'année dernière était liée à la dévaluation du cours euro-dollar, sauf que depuis l'année dernière, l'euro a repris des couleurs, presque 10% en un an, ce qui est quand même pas mal. Et donc désormais, si on prend les prix des États-Unis et qu'on y ajoute la TVA française, eh ben on n'y est pas du tout au prix français. Donc on se fait toujours bien et grassement entuber, mais en apparence un petit peu moins qu'avant, super. Et pour ne rien arranger, Apple supprime de son catalogue l'iPhone 13 mini, donc le dernier iPhone haut de gamme compact et un minimum abordable. Donc voilà, là on est vraiment sur une hausse de prix assez sensible. Une montée en prix qui va forcément renforcer la nécessité de protéger ces nouveaux iPhones, et c'est là qu'intervient le sponsor du jour, Casetify. Comme l'année dernière, j'ai la chance d'être accompagné par Casetify sur le lancement de cette nouvelle gamme. La marque m'a envoyé toute une palette de coques pour l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les coques de Casetify sont vouées à protéger votre iPhone de tout dégât potentiel. On retrouve différents degrés de protection avec des bumpers au coin plus ou moins prononcés. C'est notamment le cas de cette coque, l'Ultra Bounce, une nouveauté super robuste qui résiste à 10 fois les standards militaires et à des chutes jusqu'à 10 mètres de haut grâce à sa plaque arrière solide, son protège caméra et la technologie EcoShock. C'est énorme. Les coques de chez Casetify sont compatibles MagSafe et vous pouvez compter sur plein de designs différents avec une jolie collection de collabs assez haute en couleurs. Perso, j'aime beaucoup le fait que ces coques soient composées en grande partie de plastique recyclé et d'anciennes coques. Ça permet de limiter l'impact environnemental de son achat. Limiter l'impact, coque. Non. Pour fêter le lancement de ces iPhone 15 et en collaboration avec Casetify, vous avez déjà 15% sur leur site avec le code en description, mais surtout je vous offre une coque pour iPhone 15. Une pour le 15 Pro et une pour le 15 Pro Max. Les coques sont ici, et si vous espérez en gagner une, eh bien c'est super simple, il vous suffit d'aller
sur mon compte Instagram, de vous abonner à ma page, d'aller sur le post, de liker le post et de mettre en commentaire quel modèle de coque vous voulez. Le résultat du concours, c'est dans un mois, le 15 octobre, donc bonne chance. Bon, commençons l'analyse de cette nouvelle gamme par les iPhone 15 et 15 Plus. Ils sont à mes yeux les iPhones les plus intéressants de cette nouvelle gamme. C'est eux qui connaissent le plus de nouveautés, des améliorations parfois discrètes, mais souvent nécessaires. Pour autant, tout n'est pas parfait, loin de là. Déjà, sur cet iPhone 15, on a toujours un écran 60 Hz. On n'a pas d'écran ProMotion avec un auto de rafraîchissement. Et si je trouvais déjà ça plus que limite en 2021 et scandaleux en 2022, eh bien cette année j'arrive un petit peu à court de qualificatifs. C'est vraiment dommage. Et si je sais que beaucoup d'entre vous n'en avez rien à faire d'un auto de rafraîchissement de l'écran et que vous ne le voyez pas tout simplement, ça je peux l'entendre, il faut savoir qu'avoir ProMotion et un taux de rafraîchissement adaptatif, ça vous permet également de faire baisser très bas ce taux de rafraîchissement et donc d'économiser de la batterie et d'avoir aussi une autre fonctionnalité, l'Always On Display, l'écran allumé en permanence. Ici, on ne l'a pas. Et c'est dommage parce que même un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour bien faire quand même une distinction avec la gamme Pro qui est elle à 120 Hz, 90 Hz avec le ProMotion, ça aurait quand même été pas mal, parce que là on paye quand même plus de 1000 balles quoi. Ensuite, toute la gamme d'iPhone 15 passe enfin à l'USB-C. Ça fait des années qu'on attend ce changement et merci l'Union Européenne. C'est sympa, mais au fond, j'ai un peu de mal à m'extasier pour une nouveauté qui est en fait un élément basique chez d'autres constructeurs. Surtout que sur la gamme classique, 15 et 15 Plus, le port USB-C étant 2.0, c'est-à-dire qu'il a les mêmes capacités de transfert que le Lightning. En face, et pour moins cher désormais, on a le S23, le standard de chez Samsung, qui lui est bien en USB 3. Une comparaison que je pourrais également pousser jusque dans le domaine de la photo. En effet, le S23 a bien 3 capteurs photo avec un grand angle, un normal et un zoom, alors que sur l'iPhone 15 classique, je suis bien content maintenant d'avoir un capteur de 48 mégapixels qui pourra simuler une sorte de x2 logiciel. Mais bon, avoir un troisième capteur sur cet iPhone à 1000 €, ça serait pas du luxe. Apple continue aussi sa politique de processeur en escalier avec un processeur récent sur la gamme Pro et un processeur de l'année dernière pour la gamme standard. Là encore, une puce d'iPhone de l'année dernière, c'est encore largement suffisant, très puissant, mais je trouve ça un petit peu pingre. On n'achète pas un téléphone moins cher, on a des téléphones qui sont toujours très chers. Et surtout, moi, ça me pose la question du suivi logiciel et de la durée de ce suivi. Est-ce que Apple ne va pas en profiter pour sécher ses iPhones un petit peu plus vieux en termes de processeur ? Ça, on ne le sait pas encore. Et enfin, et c'est très personnel, mais je trouve toute cette nouvelle gamme d'iPhone 15 et 15 Plus un petit peu trop sage au niveau des couleurs. Les couleurs sont un petit peu trop délavées, un petit peu trop pastel. Et c'est vraiment dommage parce qu'en début d'année, là, on a vu un iPhone 14 jaune bien pétant et lui, il était vraiment bien réussi. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur les iPhone 15 et 15 Plus, qui sont pour moi les modèles peut-être les plus intéressants de cette année, même si malheureusement Apple pousse les clients à aller vers la gamme Pro, toujours payer plus cher. Et maintenant, on va s'intéresser à cet iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max, parce que là aussi, il y a des choses à dire, ou du moins à redire. Bon, déjà les nouveaux iPhone 15 Pro passent tous au titane. Alors c'est génial, c'est léger, robuste, c'est mat, donc au niveau design, c'est un oui. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le vrai problème des iPhones et des smartphones en général, c'est au niveau du verre. Ici, ok, il y a du titane, mais il est placé entre deux couches de verre. Donc, en cas de chute, je serai plus en panique sur l'intégrité du verre que du métal qui entoure mon iPhone. L'acier inoxydable était déjà très résistant. Mais attention, c'est bien, le titane, c'est vraiment bien, c'est juste que c'est pas non plus révolutionnaire et je sais pas s'il fallait passer autant de temps dessus. Autre nouveauté de la gamme Pro, Apple supprime l'interrupteur silencieux sur le côté de l'iPhone pour le remplacer par un bouton plus classique appelé bouton Action. Le bouton est petit, paramétrable et ouvert au shortcut, donc on peut faire énormément de choses avec, et ça c'est cool. Juste que, perso, je m'interroge sur la pertinence de ce bouton. Premièrement, je le trouve assez mal placé, là-haut, à gauche. Apple semble oublier que cet emplacement était intéressant car justement, il était assez peu accessible pour éviter les switches accidentels. Et je ne comprends pas le choix de l'avoir mis là. De l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus pertinent, ne serait-ce que pour prendre des photos, alors que là, la gymnastique est un peu particulière. Et puis je m'interroge aussi sur l'intérêt d'un bouton supplémentaire. Sur Android, si on veut faire appel à d'autres fonctions, il suffit tout simplement d'utiliser le bouton Power. Si on reste appuyé longtemps dessus, ça lance moi par exemple le flash, et si je double-clique sur le bouton, ça me lance l'appareil photo. Bref, il existait d'autres solutions que juste rajouter un bouton, une nouvelle pièce mécanique et donc un nouveau point de faiblesse.
Concernant les caméras de cette nouvelle gamme d'iPhone Pro, Apple nous promet de tout nouveaux capteurs, mais sur le papier et dans le détail, il n'y a aucun changement. C'est la même définition, la même ouverture, la même stabilisation, c'est la même taille de photosite. J'ai même du mal à comprendre la communication d'Apple sur ce point, et ça me fait un peu peur. J'espérais vraiment qu'ils retravaillent l'appareil photo et le capteur de l'iPhone 14 Pro, puisque sur cet iPhone 14 Pro, la distance minimale de focus était complètement démesurée. C'était plus de 16 cm pour avoir un objet enfin net, et c'était un peu trop. Niveau zoom, le Pro n'a pas d'évolution et reste sur un zoom optique x3, mais grosse nouveauté, le Pro Max lui gagne un zoom x5. On pourra regretter de ne pas avoir le x5 sur le Pro plus classique, mais en même temps ça me choque pas vraiment puisque d'autres constructeurs le font aussi, et Apple dit qu'il y a aussi un petit problème de place pour pouvoir intégrer ce nouveau capteur dans un iPhone plus petit. Non, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'avec le Pro Max, il n'y a pas de juste milieu. En optique, c'est du x1 ou du x5. Et autant x1, c'est souvent trop large, autant en x5, ça va être souvent trop près. Et en plus, c'est dommage puisque ce capteur n'est que de 12 mégapixels, alors que si Apple l'avait passé à 48 mégapixels, on aurait pu avoir un zoom numérique et de qualité jusqu'à x10. Et ça, c'est un petit peu la technique qu'a employé Google sur le Pixel 7 Pro. Donc voilà, au niveau de la photo, le 15 Pro, pas vraiment d'évolution, et le 15 Pro Max, eh bien, il vient tout juste rattraper son retard sur les autres concurrents sur Android, mais dans un format un petit peu particulier, puisque de x1 à x5, on a quand même de la marge, et on ne pourra pas aller bien au-dessus des x5, parce qu'on n'est que sur un capteur de 12 mégapixels. À la différence de l'iPhone 15, on gagne aussi un nouveau processeur, la puce A17 Pro, désormais gravée en 3 nanomètres. Et ça c'est énorme en théorie car ça peut permettre d'énormes gains en performance et surtout en efficience. Mais ça c'est en théorie puisque en pratique, le gain de performance n'est pas si énorme que ça. Plus 10% au niveau du CPU, plus 20% au niveau du GPU et de la partie graphique. Globalement, ça correspond à une hausse assez classique d'une génération à une autre sur un iPhone. C'était à peu près ce qu'il y avait eu du passage de l'iPhone 13 à l'iPhone 14. Donc, pas de grosse nouveauté à ce niveau. Mais au moins, on pourrait se dire qu'il y a une grosse nouveauté en termes d'efficience. Sauf que, ben non, même sur le site d'Apple, que ce soit l'iPhone 14 Pro ou le 14 Pro Max, il n'y a pas l'air d'avoir une grosse évolution avec le 15 Pro et le 15 Pro Max. On reste exactement avec la même autonomie annoncée. Et donc, pour un premier processeur en 3 nanomètres, une première mondiale, ben moi, ça me laisse un petit peu de marbre. Et je vous cache pas que sur ce point-là, je suis assez déçu. Et puis vu qu'on parle d'efficience, il y a également la question de la batterie. Il faudra vraiment bien être vigilant parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu toute une polémique autour de l'iPhone 14 Pro et de la dégradation de la santé des batteries des iPhones de la génération 14. Donc ça, il faudra quand même essayer d'être bien vigilant sur ce point-là, voir si les iPhones ne surchauffent pas, si les batteries ne se dégradent pas. Et puis en termes de recharge, on pourra même pas dire que c'est à cause de la recharge trop rapide, puisque sur ces iPhone 15, on n'a toujours pas de recharge vraiment rapide. Et c'est toujours dur en 2023 de se dire qu'on va claquer 1500 balles dans un téléphone dans lequel on va devoir attendre 1h30 ou 2h pour avoir son téléphone qui se recharge intégralement. Bref, vous l'avez certainement compris, mais personnellement, je suis un peu déçu de cette conférence. Comme chaque année, on a une hype qui monte, on a plein de nouveautés annoncées, et au final, eh bien, je trouve qu'ici, on se retrouve avec une sorte de gamme S faussement maquillée. Après attention, je suis persuadé que ces nouveaux iPhones seront de très très bons téléphones, le 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max, mais je sais pas si en 2023, juste très très bon c'est suffisant, surtout vu la concurrence. Au quotidien, j'utilise un S23 qui est quand même pas loin de la perfection, puis il faut regarder aussi les autres téléphones, je pense notamment au S23 Ultra, lui c'était quand même un sacré morceau cette année. Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle gamme d'iPhone. Moi, vous l'avez bien compris, je suis un petit peu mitigé, mais on verra ça en test. Dans tous les cas, ça reste quand même une bonne nouvelle pour votre portefeuille, puisque si vous avez un iPhone ou un autre smartphone qui vous convient très bien, eh bien, vous n'avez pas besoin de changer.